Certaines pertes changent un homme si profondément qu'il en oublie le sens même de la vie. Depuis 3 hivers, Jonas Hale vit seul dans les montagnes du Montana, allumant chaque veille de Noël une bougie en mémoire de la femme qu'il n'a pas pu sauver. Les habitants de la ville le laissent tranquille. Ils comprennent son chagrin. Mais lorsque Clara Whitmore, enseignante, se retrouve prise dans une tempête de neige la veille de Noël, elle suit la lueur de cette bougie solitaire à travers la neige jusqu'à la porte de sa cabane. Jonas veut la renvoyer. Clara n'a nulle part où aller. Les gens pensaient-ils passer Noël seul? Une nuit enneigée qui va tout changer. Que se passe-t-il lorsqu'un homme en deuil rencontre une femme qui refuse de le laisser sombrer dans le froid? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le matin de la veille de Noël 1887, le temps était froid et clair à Timber Ridge, dans le territoire du Montana. Clara Whitmore se tenait devant la fenêtre givrée de sa chambre dans une pension, regardant la ville se réveiller sous un ciel couleur de vieux plomb. De la fumée s'échappait des cheminées, les chevaux piaffaient dans l'écurie. Quelque part dans Main Street, un chien aboya 2 fois, puis se tut. Elle appuya sa paume contre la vitre, sentit le froid de l'hiver à travers la douleur et pensa à la façon dont une personne pouvait être entourée de gens et se sentir pourtant complètement seule. Elle avait 28 ans, était célibataire et se trouvait à 200 mètres du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Ce n'est pas que Philadelphie ait vraiment été son foyer, pas après que ses parents soient morts de la typhoïde lorsqu'elle avait 16 ans, la laissant à la merci de l'orphelinat protestant de Cherry Street. Elle avait passé le reste de son enfance dans ce bâtiment de pierre grise où les enfants dormaient à 3 par lit et mangeaient du porridge dilué 2 fois par jour. Les matrones étaient efficaces plutôt que cruelles, mais l'efficacité n'offre guère de réconfort à une jeune fille en deuil qui se réveille chaque matin en cherchant une mère qui ne répondra jamais. L'enseignement l'avait sauvée. Un membre du conseil scolaire en visite l'avait remarqué en train d'aider les plus jeunes enfants à apprendre à écrire et avait organisé sa formation à l'école normale. À 22 ans, Clara avait obtenu son diplôme et un poste dans une école primaire de Philadelphie. Elle était douée, patiente, créative, à l'écoute des blessures invisibles des enfants. Mais la ville renfermait trop de fantômes. Chaque coin de rue lui rappelait ses parents. Chaque Noël lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Alors, lorsqu'une annonce parut dans le Philadelphia Inquirer, professeur recherché à Timber Ridge, territoire du Montana, chambre et pension fournies, Clara avait répondu dans l'heure. 3 mois plus tard, elle descendait de la diligence dans un monde de ciel infini et de montagnes couvertes de pins, transportant tout ce qu'elle possédait dans 2 sacs de voyage usés. C'était en août. Nous étions maintenant la veille de Noël et Clara comprenait qu'elle avait simplement troqué une forme de solitude contre une autre. Un coup à la porte la fit sortir de sa rêverie. Mademoiselle Whitmore, le petit déjeuner est prêt. Madame Henley, la propriétaire de la pension, était une femme corpulente aux yeux bienveillants, dont le tablier était constamment couvert de fleurs. Elle s'intéressait à Clara avec une affection presque maternelle, ce qui était à la fois réconfortant et douloureux. « Merci, Madame Henley. Je descends tout de suite. » La salle à manger de la pension sentait le café et les biscuits frais. 3 autres pensionnaires étaient assis à la longue table. M. Patterson, un géomètre, la veuve Crenshaw et le jeune Billy Tucker, qui travaillait à la scierie. Ils saluèrent Clara d'un signe de tête lorsqu'elle prit place. « Vous avez de grands projets pour Noël, Mademoiselle Whitmore ?» demanda M. Patterson en versant de la sauce sur ses biscuits. Clara sourit, affichant l'expression qu'elle avait perfectionnée au fil des années passées à cacher sa solitude. « Je pensais rendre visite à certaines familles de la vallée, apporter de petits cadeaux à mes élèves. » Madame Henley posa une assiette devant elle. Son large visage se plissa d'inquiétude. « Fais attention, ma chère, le temps est imprévisible. Le ciel semble lourd au nord. Tout ira bien. J'ai emprunté la voiture de M. Polk. Elle connaît les chemins de la vallée. » La veuve Crenshaw renifla. Cela semble être une façon bien solitaire de passer Noël, aérée dans le froid. Les enfants seraient déçus si je ne leur rendais pas visite, dit Clara doucement. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'était que rester seule dans sa chambre lui semblait insupportable, et qu'au moins,
Rendre visite aux familles lui permettrait de s'entourer de la chaleur du bonheur des autres, même si elle ne pouvait pas vraiment y toucher elle-même. Après le petit déjeuner, Clara s'emmitoufla dans son manteau de laine, enroula 2 fois son écharpe autour de son cou et glissa de petits paquets dans sa sacoche. Des bâtons de menthe poivrés pour les enfants et un pot de confiture pour chaque famille. Elle avait préparé elle-même ses confitures à partir de baies sauvages qu'elle avait cueillies en septembre, à l'époque où le Montana semblait encore être une aventure plutôt qu'un exil. Le magasin général de M. Polk se trouvait à l'angle de Main Street et First Street. Le vieil homme balayait son poche lorsque Clara arriva. Bonjour, mademoiselle Whitmore. Daisy est prête. Il désigna la jument baie attachée à son poteau d'attache. Vous êtes sûr de vouloir partir aujourd'hui? Le ciel n'est pas très engageant. Je ferai attention. Je vais seulement chez les Johansson et peut-être chez les Henderson. Je serai de retour avant la tombée de la nuit. Le visage buriné de M. Polk se plissa d'un air dubitatif, mais il acquiesça. Vous êtes une jeune femme déterminée. C'est une belle qualité, tant qu'elle ne se transforme pas en entêtement. Si vous voyez que le temps change, revenez immédiatement ici. Je vous le promets. Alors que Clara conduisait Daisy dans Main Street, elle croisa le shérif Tom Brennan qui se tenait devant son bureau. Il toucha le bord de son chapeau. Mademoiselle Whitmore, joyeux Noël. Joyeux Noël, shérif. Je pars dans la vallée pour quelques heures seulement. Il fronça les sourcils en regardant le ciel au nord. Une tempête approche, on le sent dans l'air. Tout le monde semblait déterminé à l'avertir. Clara comprenait leur inquiétude. Elle était encore une étrangère ici, malgré 4 mois passés à enseigner à leurs enfants. L'Ouest avait des règles de survie que les citadins comme elle ne comprenaient pas instinctivement. Mais elle vérifia la carte des sentiers, emporta des vêtements chauds, et les familles de la vallée n'étaient pas aussi loin. De plus, ne rien faire la veille de Noël, sauf rester seule dans sa chambre, lui semblait pire que n'importe quel temps. Je ferai attention, shérif. Merci. Alors qu'elle quittait la ville, Clara se permit de regarder vers les montagnes qui s'élevaient au nord et à l'est. Quelque part là-haut, à 19 kilomètres dans les hauteurs, Jonas Hale vivait seul dans sa cabane. Les habitants de la ville parlaient de lui à voix basse, de cet homme qui avait perdu sa femme 3 hivers auparavant et qui n'avait plus été vu en ville depuis. Certains disaient qu'il était devenu fou de chagrin. D'autres prétendaient qu'il avait simplement choisi la solitude plutôt qu'un monde qui lui avait tout pris. Clara avait entendu ces histoires de la bouche de Madame Henley, généralement chuchotées autour d'un café. Jonas Hale avait été un homme bon, actif dans la communauté. Il avait aidé à construire l'église, fabriqué de beaux meubles que les gens chérissaient encore. Puis sa jeune femme, Anna, était morte en couche, ainsi que leur bébé, et Jonas les avait transportés tous les deux en bas de la montagne, par la journée la plus froide de l'année, pour les enterrer dans le cimetière. Il n'avait parlé à personne lors des funérailles, et après avoir recouvert la tombe d'une dernière pelletée de terre, il était remonté dans la montagne et n'en était jamais redescendu. Il allume une bougie chaque veille de Noël, avait dit Madame Henley. On peut la voir depuis la ville, si l'on sait où regarder. Juste une petite lumière qui brûle toute la nuit à sa fenêtre. Cela me brise le cœur. Clara l'avait cherché à Noël dernier, son premier dans le Montana. Elle s'était tenue dans le froid et l'obscurité à l'extérieur de la pension, scrutant les montagnes lointaines, et l'avait finalement repérée. Une minuscule lueur, seule dans toute cette obscurité. Elle était restée là longtemps, à regarder cette flamme solitaire, et avait ressenti une affinité avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Tous deux veillaient sur des personnes qui ne reviendraient jamais. À présent, alors qu'elle guidait Daisy sur le sentier de la vallée, Clara repoussa ses pensées concernant Jonas Hale. Elle avait sa propre solitude à gérer. Elle ne pouvait pas résoudre celle des autres. La ferme des Johansson apparut après 1 heure de route. Eric et Ingrid Johansson avaient 5 enfants, âgés de 4 à 12 ans, et tous se précipitèrent hors de la maison lorsqu'ils aperçurent Clara approcher. Leur joie de la voir, leur excitation à l'idée de recevoir des bâtons de menthe poivrée, l'insistance de leur mère pour que Clara entreprendre un café et du pain frais, tout cela réchauffa quelque chose dans sa poitrine qui était resté froid pendant trop longtemps. Mais lorsqu'elle quitta la ferme des Johansson, le ciel s'était considérablement assombri. Le vent s'était levé, apportant avec lui l'odeur de la neige.
Clara regarda vers le nord, en direction de la ferme des Henderson, puis vers la ville. Elle aurait dû faire demi-tour, elle le savait. Au lieu de cela, elle poussa Daisy à avancer. Les Henderson avaient 3 enfants, dont la petite Sarah, qui avait du mal à lire, mais qui dessinait les plus beaux dessins que Clara ait jamais vus. Sarah aurait le cœur brisé si Clara ne venait pas lui rendre visite. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber alors que Clara arrivait à mi-chemin entre les fermes Johansson et Henderson. En quelques minutes, les légères rafales se transformèrent en une neige tourbillonnante qui lui piquait le visage et brouillait la piste devant elle. Daisy hennit nerveusement en secouant la tête. « Doucement, ma fille, » murmura Clara. Mais son propre cœur commençait à battre à tout rompre. Elle avait commis une terrible erreur. Elle aurait dû écouter les avertissements de tout le monde. Elle aurait dû faire demi-tour à la ferme des Johansson. Elle aurait dû rester en ville. Le vent hurlait à travers les pins et Clara ne voyait plus qu'à quelques mètres devant elle. Elle laissa Daisy avancer à son gré, faisant davantage confiance à l'instinct du maire qu'à son propre sens de l'orientation qui s'estompait rapidement. Elles avancèrent dans la neige de plus en plus profonde et Clara se mit à prier, non pas pour être secourue, mais simplement pour trouver un abri, un endroit où attendre que la tempête passe. Elle faillit le manquer. À travers le chaos blanc du vent et de la neige, une forme plus sombre que les autres, quelque chose qui aurait pu être une souche d'arbre ou un rocher. Mais Daisy trébucha, manquant de faire tomber Clara de la selle. Et quand Clara baissa les yeux pour voir ce qui avait causé cela, elle vit quelque chose à moitié enfoui dans la neige au pied du cheval, une boussole. En laiton vieilli, le verre fissuré, mais toujours intact. Les doigts engourdis de Laura se refermèrent dessus, et même à travers ses gants, elle pouvait sentir qu'elle était de bonne facture, précieuse pour quelqu'un. Elle la leva, essayant de la lire dans la lumière déclinante, et l'aiguille indiquait le nord et légèrement l'est. Cette direction ne semblait pas correspondre à celle de la ville, mais quelque chose, l'instinct, le désespoir ou peut-être le simple hasard, poussa Clara à la suivre quand même. Elle glissa la boussole dans la poche de son manteau et poussa Daisy dans la direction indiquée. 10 minutes plus tard, à travers une brève accalmie dans la tempête, elle la vit. Une lumière chaude et constante brillait à travers le rideau blanc de neige comme un phare. Une seule bougie brûlait à la fenêtre et le cœur de Clara fit un bond. Avant même de voir la cabane, elle savait à qui appartenait la lumière qu'elle suivait. La bougie de Jonas Hale brûlait pour sa femme, qui ne la verrait jamais. Et maintenant, elle allait sauver la vie d'une étrangère qui n'avait pas le droit de s'immiscer dans son deuil. Mais la survie l'emportait sur les convenances. Clara dirigea Daisy vers la lumière et pria pour que cet homme qui avait choisi la solitude ait assez de compassion pour la laisser entrer et échapper à la tempête. La cabane émergea de la tempête comme dans un rêve fiévreux, une construction rudimentaire, des rondins noircis par le temps et les intempéries, un toit en pente lourdement chargé de neige et cette unique fenêtre qui brillait d'une chaleur impossible. Laura glissa du dos de Daisy, ses jambes faiblissant presque lorsqu'elles touchèrent le sol. Elle avait perdu toute sensation dans ses orteils depuis 1 heure. Ses doigts étaient maladroits, à peine capables de tenir les rênes, alors qu'elle conduisait la jument épuisée vers ce qui semblait être une petite étable attenante à la cabane. Le vent hurlait à travers les pins, projetant la neige dans le visage de Clara avec une force suffisante pour la piquer. Elle tâtonna avec la porte de l'étable, finissant par l'ouvrir. À l'intérieur, un grand cheval alezan la regardait d'un œil calme, indifférent à la tempête. Clara conduisit Daisy à côté de lui, reconnaissante lorsque la jument baissa immédiatement la tête vers le foin éparpillé sur le sol. « Je suis désolée, ma fille, » murmura Clara en retirant la selle de ses mains tremblantes. « C'est moi qui nous ai mises dans cette situation. » Elle laissa le harnachement accroché à un poteau et tituba vers la tempête. Les quelques mètres qui séparaient l'écurie de la porte d'entrée de la cabane lui semblaient impossibles à parcourir. Son corps voulait abandonner, simplement s'allonger dans la neige molle et dormir. Mais Clara avait vu ce qui arrivait aux gens qui cédaient à cette envie. Elle l'avait lu dans les journaux du Montana. Des voyageurs retrouvés gelés au printemps, recroquevillés, aussi paisibles que des enfants endormis. Elle atteignit de la porte et la frappa de ses poings engourdis. Le vent importa le son. Elle frappa à nouveau plus fort, le désespoir lui donnant de la force.
Rien. Peut-être n'était-il pas chez lui. Peut-être était-il parti quelque part, laissant la bougie allumée, et elle avait suivi un faux espoir à travers la tempête. La vue de Clara Hara se brouilla. Elle ne savait pas si c'était des larmes ou de la neige gelée sur ses cils. Elle essaya la poignée de la porte. Elle le tourna. Clara Hara poussa la porte et trébucha immédiatement, ses jambes gelées refusant de la soutenir. Elle se rattrapa au cadre de la porte, s'y accrochant, tandis que la chaleur de la cabane l'enveloppait comme une étreinte physique. La porte se referma derrière elle. Était-ce à cause de son poids ou du vent? Elle n'en savait rien. La voix venait de sa gauche, grave et rauque, à force de ne pas être utilisée. Clara Hara tourna la tête et le vit pour la première fois. Jonas Hale se tenait près d'une cheminée en pierre, un morceau de bois gelé à mi-chemin des flammes dans la main. Il était grand, avait peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs parsemés de gris et une barbe qui n'avait pas vu de barbier depuis des années. Ses yeux, ombragés par des sourcils épais, reflétaient la fatigue surprise d'un loup rencontrant un humain sur un sentier isolé. « Je suis désolé », parvint à articuler Clara entre deux claquements de dents. « La tempête? Je ne voyais rien. J'ai suivi votre lumière. » Elle essaya de se redresser pour s'expliquer correctement, mais ses jambes lâchèrent complètement. Elle s'effondra sur le sol en bois brut, la pièce tournoyant autour d'elle. Jonas traversa la pièce en 3 longues enjambées. Des mains puissantes saisirent ses épaules, et Clara se retrouva face à un visage sculpté par le chagrin et les intempéries, presque élémentaires. Elle remarqua que ses yeux étaient gris, de la même couleur que le ciel du Montana avant de la neige. « Tu peux te lever ?» demanda Clara. Échec, ses jambes lui donnaient l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Jonas marmonna quelque chose entre ses dents. C'était peut-être un juron ou une prière, puis il la souleva et la porta vers la cheminée avec autant de facilité que si elle ne pesait rien. Il la déposa sur une chaise en bois près des flammes, puis recula immédiatement, mettant de la distance entre eux. « Tu dois enlever ces vêtements mouillés. Tu vas attraper la mort. » Sa voix était sèche et mal à l'aise. « Il y a une pièce derrière cette porte. Tu trouveras des vêtements secs dans le coffre. Va te changer, je vais faire du café. » Clara acquiesça et tenta de se relever. Cette fois, elle réussit à se mettre debout, même si elle dut s'agripper au dossier de la chaise pour se soutenir. Elle se traîna vers la porte qu'il lui avait indiquée, chaque pas étant une petite victoire. Derrière elle, elle entendait Jonas s'affairer dans la pièce principale. Les bruits d'un homme mal à l'aise en compagnie, mais incapable de refuser l'entrée à quelqu'un. La pièce derrière la porte était petite et manifestement inutilisée. Un lit étroit était adossé à l'un des murs. Sa couette était si tendue qu'on aurait pu faire rebondir une pièce de monnaie dessus. Un simple coffre se trouvait au pied du lit. Clara l'ouvrit avec des mains tremblantes et trouva à l'intérieur des vêtements de femme une robe en laine, des chemises de nuit en flanelle, des bas épais. Il sentait légèrement la lavande et autre chose, quelque chose de triste. C'étaient les vêtements de sa femme, les vêtements d'Anna. Clara hésita, se sentant comme une intruse sur un lieu sacré, mais Jonas lui avait dit de les utiliser, et elle était trempée jusqu'aux os. Elle retira sa robe mouillée, ses doigts si raides qu'elle pouvait à peine défaire les boutons. Les vêtements secs lui procuraient un soulagement bienvenu sur sa peau gelée. Quand elle ressortit, Jonas se tenait devant la cuisinière, lui tournant le dos, en train de verser du café dans 2 tasses en étain. La cabane était une grande pièce unique avec une cheminée en pierre qui occupait tout un mur. Il y avait un coin cuisine simple le long d'un autre mur et la porte de la chambre qu'elle venait de quitter. Tout était dépouillé, fonctionnel, presque agressivement simple. Pas de décoration, pas de douceur. La seule exception était la bougie qui brûlait à la fenêtre. Un gros pilier de cire d'abeille qui devait brûler depuis des heures. Jonas se retourna, les tasses de café à la main, et s'arrêta lorsqu'il la vit. Quelque chose passa sur son visage. Une douleur si vive que Clara en eut le souffle coupé. Puis son expression se figea, devenant aussi vide que la neige fraîche. « Asseyez-vous près du feu. » Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Clara s'assit. Jonas lui tendit l'une des tasses et se retira à l'autre bout de la pièce, comme si sa proximité lui causait un malaise physique. Il resta là, sa propre tasse entre ses grandes mains, et l'étudia de ses yeux gris tempête. « Qui êtes-vous? » « Clara Whitmore. Je suis institutrice à Timber Ridge.
Je rendais visite à des familles dans la vallée lorsque la tempête a éclaté. Je me suis perdu, puis mon cheval a trébuché, et j'ai trouvé qu'elle avait fouillé dans la poche de la robe d'Anna et en avait sorti la boussole. J'ai trouvé ceci. Elle m'a guidé vers votre lumière. Les yeux de Jonas se fixèrent sur la boussole. Il posa son café, traversa la pièce et prit la boussole des mains de Clara. Ses doigts effleurèrent brièvement les siens par accident, et Clara sentit la chaleur de la chair vivante contre sa peau encore froide. C'était à Anna, dit-il doucement. Je la lui avais offerte le jour de notre mariage. Elle la portait autour du cou, attachée à une chaîne. Elle a dû la perdre la dernière fois. Il s'interrompit brusquement et secoua la tête. Peu importe. Il glissa la boussole dans sa poche et retourna s'asseoir à l'autre bout de la pièce, aussi loin de Clara que le permettaient les dimensions de la cabane. Tu ne peux pas repartir ce soir. La tempête est trop violente. Tu resteras ici jusqu'à ce qu'elle passe, puis tu partiras. Ce n'était pas une discussion. Clara acquiesça en enroulant ses mains autour de la tasse chaude. Merci. Je sais que tu ne voulais pas de compagnie. Non. Jonas l'interrompit d'une voix neutre. Je ne voulais pas. Mais je ne vais pas te renvoyer là-bas pour mourir. Tu dormiras dans la chambre d'Anna. Je serai là dès les premières lueurs du jour. Quand la tempête se calmera, tu retourneras en ville et tu ne reviendras pas. C'est clair? Oui. Je suis désolé de m'être imposé. Arrête de t'excuser. Il se détourna et fixa le feu. Ce qui est fait est fait. Le silence s'installa dans la cabane comme une nouvelle couche de neige. Clara but une gorgée de café, fort, amer, exactement ce dont elle avait besoin, et observa le dos rigide de Jonas Hale. Il était aussi immobile que les montagnes à l'extérieur et tout aussi inflexible. C'était un homme qui avait construit des murs autour de lui, qui a payé au-dessus de lui, pierre après pierre, et son arrivée les avait brisés contre sa volonté. La bougie continuait de brûler à la fenêtre, sa flamme stable, malgré le vent qui faisait claquer les volets et gémissait dans la cheminée. Clara se demanda si Jonas réalisait ce que cette bougie signifiait pour les habitants de la ville. Ce phare de chagrin qui brûlait fidèlement chaque veille de Noël. Ou peut-être le savait-il et s'en moquait-il. Peut-être que la bougie n'était pour personne d'autre. Peut-être n'était-elle qu'une promesse qu'il s'était faite à lui-même, une façon de dire qu'il n'avait pas oublié, qu'il n'oublierait jamais. « Je suis désolé pour votre femme », dit Clara doucement. Les épaules de Jonas se raidirent. Pendant un long moment, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, il y a 3 ans, la veille de Noël, le même soir où il allumait la bougie chaque année. Oh! Clara sentit sa gorge se serrer lorsqu'elle comprit. Je suis vraiment désolé. Tu l'as déjà dit. Je le pense vraiment. Jonas se tourna vers elle, et Clara vit dans ses yeux quelque chose qu'elle reconnaissait. La douleur creuse d'une perte qui ne guérit jamais complètement, que l'on apprend simplement à porter. Elle connaissait ce poids. Elle le portait depuis l'âge de 16 ans. « Pourquoi étais-tu seul dehors pendant cette tempête ?» demanda-t-il. « La veille de Noël. Tu n'as pas de famille, d'amis? » « Non, pas de famille, et je suis encore trop nouvelle en ville pour avoir de vrais amis. » Elle marqua une pause, ne sachant pas quelle part de vérité elle devait révéler à cet inconnu. Mais quelque chose dans sa franchise, son absence de prétention, la rendit honnête. Je me suis dit que rendre visite aux familles de mes élèves serait mieux que de rester seul dans ma chambre. Jonas l'observa longuement, puis il hocha la tête une fois, un geste qui pouvait signifier qu'il comprenait ou simplement qu'il prenait note. Il se retourna vers le feu. « Le café est sur la cuisinière. Sers-toi quand tu en voudras davantage. Il y a du pain et du fromage dans l'étagère si tu as faim. Je vais voir les chevaux. » Il enfila un manteau épais et disparut dans la tempête, laissant Clara seule dans sa cabane, avec la chaleur du feu et la lueur constante de la bougie. Elle repensa à ce que Mme Henley avait dit, à savoir que Jonas Hale n'avait parlé à personne de la ville depuis 3 ans. Et pourtant, il était là, lui offrant un abri, des vêtements secs, du café. Peut-être que cet homme que tout le monde croyait devenu fou de chagrin était simplement un homme qui avait tout perdu et qui faisait de son mieux pour survivre. Clara comprenait cela mieux que quiconque. Lorsque Jonas revint, couvert de neige et silencieux, il traversa la cabane comme un fantôme dans sa propre maison.
Il ajouta du bois au feu, vérifia le café, se tint à la fenêtre, fixant l'obscurité. Clara Herrera l'observait, cet homme dont la solitude égalait la sienne, et se demandait si la tempête l'avait amené ici par hasard ou par dessein. Quoi qu'il en soit, elle n'allait pas gâcher cette occasion. Jonas Hale voulait peut-être être seul, mais ce soir, la veille de Noël, il n'avait pas à l'être, et elle non plus. Le sommeil ne venait pas. Clara était allongée dans l'obscurité de la chambre d'Anna, écoutant la tempête faire rage dehors et la maison s'apaiser autour d'elle. Le lit était assez confortable, les couettes chaudes, mais son esprit ne cessait de revenir à Jonas, à la douleur brute dans sa voix lorsqu'il avait parlé de tout perdre, à la façon dont il s'était tenu près de la cheminée, comme un homme qui avait du mal à se contrôler. Elle comprenait cette attitude. Elle s'était tenue de la même manière d'innombrables fois au cours des années qui avaient suivi la mort de ses parents, les mains agrippées à la surface la plus proche, luttant pour rester debout alors que tout en elle voulait s'effondrer. La petite horloge sur la table de chevet indiquait minuit et demi, le jour de Noël techniquement, même si cela ne ressemblait en rien au Noël que Clara avait connu. Au cours de ses premières années à Philadelphie, avant la typhoïde, Noël signifiait le gâteau aux épices de sa mère refroidissant sur le rebord de la fenêtre, son père lisant Dickens près du feu, et tous les trois chantant des chants de Noël légèrement faux, mais de tout leur cœur. Après leur mort, Noël n'était plus qu'un jour comme les autres à survivre à l'orphelinat, marqué seulement par un repas légèrement meilleur et le sermon bien intentionné mais creux d'un pasteur en visite sur la joie. Ce Noël-là, coincé dans la cabane d'un veuf en deuil, tandis qu'une tempête de neige tentait de détruire le monde à l'extérieur, cela lui semblait étrangement plus honnête que tous les Noëls qu'elle avait endurés depuis la perte de ses parents. Au moins ici, la solitude était reconnue. Au moins ici, personne ne prétendait ressentir une joie qu'il ne possédait pas. Clara se leva, enroulant l'un des châles d'Anna autour de ses épaules. Le sol était froid sous ses pieds nus lorsqu'elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit doucement. La pièce principale était plongée dans l'ombre, éclairée uniquement par le feu mourant et la bougie qui brûlait en permanence à la fenêtre. Le lit de Jonas était vide près de l'âtre. Elle le trouva debout près de la fenêtre, silhouetté contre la faible lueur de la bougie, regardant fixement l'obscurité et la neige qui tourbillonnait. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra, mais ses épaules se raidirent légèrement, conscient de sa présence, même s'il choisissait de ne pas la reconnaître. Clara entra silencieusement dans la pièce, ne voulant pas s'imposer, mais incapable de retourner dans ce lit solitaire. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre, et elle vit ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un fauteuil à bascule placé près de la fenêtre, juste assez en retrait pour que la lumière de la bougie ne l'éclaire pas. Le fauteuil était magnifique malgré sa simplicité, clairement fabriqué à la main avec soin. Chaque courbe du bois témoignait de patience et de savoir-faire. Sans réfléchir, Clara s'y assit. Le fauteuil se balançait doucement sous son poids, en douceur et en parfait équilibre. Elle se laissa aller au rythme du balancement, observant la neige tourbillonner derrière la fenêtre, et se mit à fredonner, sans y penser, juste une mélodie qui lui venait spontanément du fond de sa mémoire. Douce nuit. Sa mère la chantait souvent lorsqu'elle décorait leur petit sapin de Noël. C'était son fauteuil. La voix de Jonas interrompit le fredonnement. Clara s'arrêta en plein milieu de la note, portant la main à sa bouche. « Je suis désolé. » Elle commença à se lever. « Non. » Jonas se tourna vers elle, et à la lueur des bougies, son expression était indéchiffrable. « Restez, s'il vous plaît. » Clara se rassit dans le fauteuil, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Jonas continua à la fixer, et elle comprit ce qu'il voyait. Une femme vêtue de la robe de sa défunte épouse, assise dans le fauteuil de sa défunte épouse, fredonnant le chant de Noël préféré de sa défunte épouse. Sans le vouloir, elle avait pénétré dans les recoins les plus intimes de son chagrin. « Je vais arrêter de fredonner. » Non. La voix de Jonas était rauque. Anna s'asseyait là tous les soirs. Elle se balançait et fredonnait cette chanson, surtout après qu'il eut arrêté, déglutissant péniblement. Surtout quand elle attendait le bébé, elle disait que cela les calmait tous les deux. Clara eut la gorge serrée. Elle pouvait l'imaginer très clairement. Une jeune femme enceinte se balançant dans ce fauteuil, fredonnant pour la vie qui grandissait en elle, et cette vie qui n'avait jamais respiré hors de l'utérus. « Pourquoi fredonnez-vous » demanda Jonas. « Si vous me permettez cette question, cela aide à lutter contre la solitude.
répondit simplement Clara. Quand on fredonne, on remplit le silence de son. On se rappelle qu'on est encore en vie, encore capable de créer quelque chose, même si ce n'est qu'une mélodie. Jonas s'approcha, tira l'autre chaise de la table et s'assit face à elle. La lumière de la bougie faisait briller les mèches argentées de ses cheveux et soulignait les rides profondes autour de ses yeux. À cet instant, il semblait avoir plus de 40 ans, marqué par un chagrin qui n'avait rien à voir avec l'âge. Anna disait la même chose, dit-il doucement. Elle disait que chanter éloignait les ténèbres. Elle était sage. Elle était tout pour moi. Jonas se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion paroissiale. Je vous l'ai déjà dit. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai failli ne pas y aller. J'étais fatigué après une semaine de travail intense. J'avais décidé de rester chez moi. Mon ami Tom, qui est maintenant shérif, m'a pratiquement traîné là-bas. Il m'a dit que je devais profiter un peu de la vie, arrêter d'être tout le temps si sérieux. Un sourire triste effleura ses lèvres. Dès que je suis entré, je l'ai vue. Elle aidait à installer les tables, riant à une remarque de quelqu'un. Elle avait cette façon d'illuminer une pièce rien qu'en y étant. Je suis resté là comme un idiot, à la regarder. Tom a dû me donner un coup de coude dans les côtes pour me faire bouger. Clara s'est surprise à sourire elle aussi, prise par le souvenir alors qu'elle n'avait jamais été là. Que lui as-tu dit? Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour des tables. Très original. Jonas secoua la tête. Elle a tout de suite compris. Elle a souri comme si elle savait exactement qui j'étais. Elle a répondu que oui, elle avait besoin de bras musclés. Nous avons passé toute la soirée à travailler côte à côte. Et à la fin de la soirée, je savais que j'allais l'épouser. Combien de temps avant de la demander en mariage? 3 semaines. Le sourire de Jonas s'élargit légèrement. Tom m'a dit que j'étais fou, que j'allais trop vite. Mais je savais qu'Anna le savait aussi. Nous nous sommes mariés 2 mois après notre rencontre, dans l'église que j'avais construite. Le plus beau jour de ma vie. Le sourire s'est estompé. Le réveillon de Noël 3 ans plus tard a été le pire. Clara a arrêté de se balancer. Tu n'es pas obligé d'en parler. Peut-être que si. Les yeux gris de Jonas se fixèrent sur les siens. Peut-être que je suis resté silencieux trop longtemps. Anna a commencé le travail tôt le matin. Elle n'était censée accoucher que dans 1 mois, mais les bébés arrivent quand ils arrivent. Je suis allé chercher le médecin, mais quand nous sommes revenus, sa voix s'est brisée. Elle saignait. Elle ne cessait de saigner. Le bébé ne sortait pas correctement. Le médecin a fait tout ce qu'il pouvait, mais il s'est arrêté et pressé ses paumes contre ses yeux. Les yeux de Clara brûlaient de larmes retenues. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle mourait. Jonas a continué, d'une voix à peine audible. Elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Elle m'a fait promettre que j'irais bien, que je continuerais à vivre. J'ai promis, car que dire d'autre à quelqu'un que vous aimez quand il est en train de mourir? Mais j'ai menti. Je n'ai pas été bien. Je n'ai pas vraiment vécu. J'ai juste existé. J'ai fait semblante. Clara se pencha en avant, tendit la main et prit les siennes. Elles étaient grandes, rugueuses à force de travailler, et chaudes. Elle tremblait dans sa poigne. J'ai menti aussi, murmura-t-elle. Quand ma mère était en train de mourir, fiévreuse, elle m'a fait promettre d'être courageuse, de faire quelque chose de bien de ma vie. Je lui ai promis. Mais je n'ai pas été courageuse. J'ai été terrifiée chaque jour. Terrifiée à l'idée d'être seule. Terrifiée à l'idée de nouer des liens avec les gens. Terrifiée à l'idée de rester immobile et terrifiée à l'idée d'aller de l'avant. Jonas regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on se contente tous les deux de survivre, de faire les choses machinalement? Je ne sais pas, admit Clara. Mais peut-être que survivre suffit. Peut-être que c'est tout ce que l'on peut faire après avoir tout perdu. Continuer à respirer, continuer à avancer, continuer à regarder le soleil se lever, et peut-être que si on le fait assez longtemps, un jour ça fera un peu moins mal. C'est vrai, demanda Younes. Ça te fait moins mal? Clara y réfléchit honnêtement. Certains jours ça fait aussi mal que le jour où ils sont morts, mais j'ai appris à mieux le supporter. Le poids ne change pas, mais on devient plus fort. Jonas acquiesça lentement.
Ils restèrent assis là en silence, les mains jointes, le fauteuil à bascule immobile et stable sous Clara. Dehors, la tempête continuait de s'abattre sur la montagne. Mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose avait changé. Deux personnes portant un poids insupportable avaient trouvé, juste pour cet instant, quelqu'un pour les aider à le supporter. Merci, dit finalement Jonas. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé seul ce soir, même si je pensais vouloir l'être. Clara lui serra doucement les mains. Vous ne devriez pas être seul à Noël, Monsieur Hale. Personne ne devrait l'être. L'expression de Jonas s'adoucit d'une manière que Clara n'avait jamais vue auparavant. Jonas, juste Jonas. Jonas, répéta Clara, et cela lui sembla être un petit cadeau, son prénom dans sa bouche. Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que la flamme de la bougie s'éteigne dans sa flaque de cire. Et lorsqu'ils se retirèrent enfin dans leurs chambres respectives pour dormir, ils dormirent tous deux plus paisiblement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. L'après-midi s'étira, long et calme. Clara travailla sans relâche sur la courte pointe, son aiguille étirant le fil à travers le tissu, au même rythme que les mains d'Anna l'avaient fait des années auparavant. Chaque point lui semblait être un petit acte d'achèvement, d'hommage à quelque chose qui n'avait pas été terminé. Le motif de l'alliance prenait lentement forme sous ses doigts, les cercles entrelacés devenant plus complets à chaque heure qui passait. De l'autre côté de la pièce, Jonas sculptait avec une assurance croissante. Ses mains se souvenaient de ce que son esprit avait essayé d'oublier. L'angle de la lame, le grain du bois, la manière de façonner une forme à partir d'un matériau informe. Les copeaux de bois s'accumulaient à ses pieds comme de la neige pâle, et la pièce qu'il tenait entre ses mains se révélait peu à peu. Clara l'observait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans sa façon de travailler, le front plissé par la concentration, ses grandes mains bougeant avec une délicatesse surprenante. C'était un homme qui avait trouvé la paix dans la création, qui avait construit des objets destinés à durer, à être utilisés par des familles pendant des générations, puis il s'était arrêté. Il avait laissé ses mains habiles rester inactives parce que créer de belles choses faisait trop mal lorsque la personne pour laquelle vous les aviez faites n'était plus là. Elle comprenait cette impulsion. Après la mort de ses parents, Clara n'avait pas pu lire pendant des mois, ne supportait pas d'ouvrir les livres que son père aimait, ne supportait pas d'entendre les histoires que sa mère lui lisait quand elle était enfant. Il lui avait fallu des années avant que la littérature redevienne un réconfort plutôt qu'une source de chagrin. « Que fabriquez-vous » demanda-t-elle en posant son ouvrage pour reposer ses doigts. Jonas lui montra l'objet, le tournant pour qu'elle puisse le voir sous différents angles. Il prenait forme, petit et détaillé, une sorte de bâtiment avec des fenêtres et des portes soigneusement travaillées. « Une école, dit-il. J'ai pensé que ça te conviendrait, vu que tu es enseignante. » Clara eut le souffle coupé. Il fabriquait quelque chose pour elle. Pas parce qu'elle le lui avait demandé, pas par obligation, mais parce qu'il l'avait choisi. Jonas, c'est magnifique. Ce n'était pas encore terminé, mais elle pouvait voir la satisfaction sur son visage devant sa réaction. Il faut encore ajouter les détails. Le clocher, les marches de l'entrée. Je pourrais peut-être y graver ton nom si tu ne trouves pas ça trop présomptueux. C'est parfait, je le chérirai. Jonas posa la sculpture et la regarda droit dans les yeux. Tu m'as redonné quelque chose ces 2 derniers jours. Quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Quel est ce but? Il se tenait debout, les bras croisés, face à la fenêtre, et regardait fixement le blanc infini. J'attends de la mort depuis 3 ans, Clara. Je ne me suicide pas. Rien de tout ça. Mais je ne vis pas vraiment non plus. J'attends simplement. La mort viendra quand elle sera prête et je l'accueillerai, car au moins, je serai à nouveau avec Anna. Le cœur de Clara se serra. Elle posa la couette et le rejoignit à la fenêtre. Et maintenant, je ne sais plus. Jonas serra la mâchoire, cherchant ses mots, parlant avec elle, créant à nouveau quelque chose, même si ce n'était qu'avoir quelqu'un d'autre dans cette cabane. Cela m'a rappelé ce que c'était que d'être vivant. Et je ne sais pas si c'est un cadeau ou une malédiction. Pourquoi serait-ce une malédiction? Parce qu'il est plus facile d'être mort à l'intérieur que de ressentir autant. Jonas se tourna vers elle, et la vulnérabilité brute de son expression fit mal à Clara. Quand on est engourdi, rien ne fait mal. Mais quand on recommence à ressentir, quand on se souvient de ce que c'était que d'être heureux,
C'est là qu'on réalise tout ce qu'on a perdu. C'est là que le chagrin revient, comme si c'était hier. Clara a compris exactement ce qu'il voulait dire. Je sais, j'ai moi aussi été à moitié morte. Jonas scruta son visage. Comment fais-tu? Comment continues-tu à avancer alors que tous ceux que tu aimais sont partis? Honnêtement, Clara prit une lente inspiration. Certains jours, je ne sais pas. Certains jours, je me réveille et je dois faire un choix conscient pour sortir du lit, m'habiller, affronter une nouvelle journée de solitude. Mais je le fais parce qu'elle marqua une pause, cherchant la vérité. Parce que je pense que mes parents seraient déçus si j'abandonnais. Ils m'aiment suffisamment pour m'avoir donné 18 ans de joie et de sécurité. Le moins que je puisse faire est d'honorer cela en vivant la vie qu'ils voulaient pour moi, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, parce que la douleur signifie qu'ils comptaient. Cela signifie que ce que nous avions était réel et précieux. Si je pouvais les oublier et ne plus ressentir de douleur, je les effacerais de l'existence. Le chagrin, c'est la preuve de l'amour. Le visage de Jonas s'est décomposé. Il s'est détourné, a appuyé ses paumes contre le cadre de la fenêtre et Clara a vu ses épaules trembler. Elle s'est approchée et a posé doucement sa main sur son dos. Anna n'aurait pas voulu cela pour toi, a-t-elle dit doucement. Une femme qui t'aimait ne voudrait pas que tu arrêtes de vivre. De vivre, tu ne la connaissais pas. Non, mais je connais l'amour. Le véritable amour veut que la personne aimée vive pleinement, même après notre départ. Surtout après notre départ. Clara garda sa main posée sur son dos, sentant les tremblements d'une émotion réprimée. Tu as dit qu'Anna t'avait fait promettre que tu irais bien juste avant de mourir. Voulait-elle que tu te caches ici, seul dans cette montagne, en attendant la mort? Jonas secoua la tête, incapable de parler. Alors tu n'honoras pas sa mémoire. Tu défies son dernier souhait. Il se retourna soudainement, et Clara se retrouva face à des yeux remplis de larmes. Il est plus facile d'être mort à l'intérieur que de ressentir autant, répéta-t-il, la voix brisée. Je ne sais pas si je suis assez fort pour revenir de là où je suis allé. Tu n'as pas besoin d'être fort, dit Clara. Tu dois juste être volontaire. Volontaire pour essayer même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Jonas la fixa longuement. Puis, lentement, il tendit la main et prit la sienne. Sa prise était chaude, solide, vivante. Tu m'aideras? Demanda-t-il. Je ne sais pas comment faire ça tout seul. Tu n'es pas seul. Plus maintenant. Pas si tu ne le veux pas. Quelque chose changea dans l'expression de Jonas. La détermination se mêlait à la peur. L'espoir luttait contre 3 années de désespoir appris. Il serra sa main plus fort. Je veux essayer. Que Dieu m'aide. Je veux l'essayer. Clara sourit, les larmes lui piquant les yeux. Alors nous essayerons ensemble. Ils restèrent là, les mains jointes, tandis que l'après-midi d'hiver laissait place au soir. 2 personnes qui avaient presque renoncé à vivre trouvaient dans la présence de l'autre des raisons de continuer. Dehors, la tempête s'affaiblissait. À l'intérieur, quelque chose de nouveau était en train de naître, timide et fragile, mais réel. Jonas se remit à sculpter avec une concentration renouvelée et Clara à coudre. Mais de temps en temps, leurs regards se croisaient à travers la cabane, et dans ces regards, ils reconnaissaient ce qui se passait entre eux. Pas encore de l'amour, mais les fondations sur lesquelles l'amour pourrait se construire. La confiance, la compréhension, la reconnaissance d'âmes sœurs qui avaient traversé les ténèbres et s'étaient retrouvées de l'autre côté. À la tombée de la nuit, Jonas alluma à nouveau la bougie à la fenêtre. Mais cette fois, lorsque Clara la regarda, elle ne vit pas seulement du chagrin, elle vit de la persévérance. Elle vit un homme qui avait aimé profondément et tout perdu, mais qui commençait à croire qu'il pourrait finalement survivre. Et ce petit changement, passer de la simple survie à la conviction que la survie était possible, faisait toute la différence. Le 3e matin arriva avec une clarté cristalline. Clara se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre de la chambre. La vraie lumière du soleil, pas la lumière grise des jours de tempête. Elle s'habilla rapidement et sortit pour trouver Jonas déjà debout à la porte ouverte, regardant un monde transformé par la neige. La tempête est passée, dit-il sans se retourner. La piste sera suffisamment dégagée pour voyager cet après-midi. Le cœur de Clara se serra, même si elle savait qu'elle n'aurait pas dû. Elle était venue ici par accident. Elle était restée par nécessité. Maintenant que la nécessité avait disparu, elle aurait dû être impatiente de retourner en ville, auprès de ses élèves, à sa vie normale.
Mais l'idée de quitter cette canine, de quitter Jonas, lui donnait l'impression de déchirer quelque chose qui venait juste de commencer à guérir. Je suppose que je devrais me préparer à partir alors, dit-elle doucement. Jonas se tourna vers elle et elle vit sa propre réticence se refléter sur son visage. Je suppose que oui, mais... Il s'interrompit, semblant reconsidérer ses mots. La tempête est peut-être passée, mais les sentiers resteront difficiles. Il vaudrait peut-être mieux attendre demain matin. Laisser le soleil tasser la neige. C'était une excuse, et ils le savaient tous les deux. Mais Clara Hara acquiesça avec gratitude. Si tu penses que c'est sage, je le pense. La bouche de Jonas esquissa quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. De plus, tu n'as pas encore fini la couette d'Anna. Il ne serait pas correct de la laisser inachevée. Clara Hara se remit à coudre après un petit déjeuner simple, déterminée à terminer autant que possible la couette avant de partir. Ses doigts bougeaient rapidement, assemblant le motif de l'alliance, reliant les cercles qu'Anna avait laissés séparés. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans ce travail, le rythme répétitif de l'aiguille à travers le tissu, l'émergence progressive du motif complet. Elle cherchait le livre de recettes d'Anna où elle avait glissé quelques épingles de rechange lorsqu'un morceau de papier plié glissa entre les pages et tomba sur le sol. Clara Hara se baissa pour le ramasser, avec l'intention de le remettre à sa place sans le regarder. Mais les mots écrits à l'extérieur la figèrent sur place. À Jonas, si je ne survis pas, les mains de Clara Hara se mirent à trembler. C'était privé, intime, destiné uniquement à Jonas. Elle devait lui donner immédiatement. Le laisser le découvrir en privé. Mais ses yeux avaient déjà aperçu la première ligne, visible à travers le papier fin. Mon très cher Jonas, si tu lis ceci, Clara Hara, tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Jonas avait remarqué qu'elle était figée. Clara Hara brandit la lettre de ses mains tremblantes. Elle se trouvait dans le livre de recettes d'Anna. Elle t'est adressée. Jonas traversa la pièce en 3 enjambées. Il lui prit la lettre des mains et fixa l'écriture sur l'enveloppe. L'écriture soignée d'Anna lui était aussi familière que son propre visage et il pâlit. « Je ne savais pas que ça existait, murmura-t-il. Je suis désolé, je ne voulais pas m'immiscer. Non, Jonas s'effondra sur la chaise la plus proche, la lettre serrée dans ses 2 mains. Non, tu ne t'es pas immiscé. C'est juste que je n'arrive pas à y croire que je n'ai jamais trouvé ça. Cela fait 3 ans que je vis dans cette cabane. Et je ne savais pas qu'elle m'avait écrit une lettre. Clara Hara hésita, ne sachant pas si elle devait le laisser seul ou rester. Jonas leva les yeux vers elle, les yeux déjà humides de larmes contenues. « Reste, s'il te plaît. Je ne pense pas pouvoir lire ça tout seul. » Clara Hara approcha l'autre chaise et s'assit face à lui. Les mains de Jonas tremblaient tandis qu'il dépliait la lettre. Le papier était fin, usé, du genre que Anna aurait arraché de son livre de recettes pour écrire dessus. Il commença à lire à voix haute, la voix rauque d'émotion. « Mon très cher Jonas, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu à la naissance de notre enfant. J'écris ceci maintenant, tant que j'ai encore la force de le faire, car je sais que l'accouchement est dangereux et je veux que tu aies mes mots si le pire devait arriver. » La voix de Jonas se brisa. Il s'arrêta, pressa son poing contre sa bouche, respirant difficilement. Clara tendit la main, la posa sur son genou, exerçant une pression constante, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Après un moment, il continua. « Tout d'abord, sache que je t'ai aimé de toute mon âme. Tu m'as rendue plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les années que nous avons passées ensemble ont été le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. Je n'ai aucun regret, Jonas. Aucun, sauf celui de ne pas pouvoir vieillir à tes côtés. Mais voici ce que je veux que tu comprennes, mon amour. Si je pars, tu ne dois pas laisser le chagrin te détruire. Je sais à quel point tes sentiments sont profonds. Je sais que la loyauté coule dans tes veines comme le fer dans la pierre. Je sais que tu voudras honorer ma mémoire en organisant une sorte de veillée. Mais Jonas, la meilleure façon de m'honorer n'est pas de mourir à mes côtés. La meilleure façon de m'honorer est de vivre. » Jonas pleurait ouvertement maintenant, les larmes coulant sur sa barbe, le souffle court et saccadé. Les larmes de Clara Hara coulaient librement tandis qu'il continuait à lire. « Promets-moi que tu vivras, Jonas. Que tu vivras vraiment. Retourne en ville, revois tes amis, continue à créer de belles choses avec tes mains talentueuses. Aide les gens qui ont besoin d'aide.
Remplis tes journées de sens et de gentillesse. Et Jonas, aime à nouveau si tu le peux. Je veux que tu sois heureux, même sans moi. Surtout sans moi. Je sais que cela peut sembler impossible pour l'instant. Je sais que tu penses que tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre, que ce serait me trahir. Mais aimer quelqu'un d'autre n'efface pas ce que nous avons vécu. L'amour ne fonctionne pas ainsi. Le cœur est plus grand que nous le pensons, et il peut contenir le souvenir de plusieurs personnes tout en laissant de la place pour de nouvelles joies. Si tu rencontres quelqu'un qui te fait rire à nouveau, qui remplit le silence de chaleur, qui te rappelle ce que c'est que d'être heureux, ne le repousse pas par loyauté envers moi. Laisse-le entrer dans ta vie. Permette-toi d'être heureux. Ce n'est pas une trahison. C'est tout le contraire. C'est honorer l'amour que nous avons partagé en prouvant que cet amour t'a appris à ouvrir ton cœur. Je veux que tu reprennes le travail que tu aimes. Tu as tellement de talent, Jonas. Les meubles que tu fabriques sont plus que du bois et des clous. C'est de l'art. C'est de la beauté. C'est ta façon de repousser les ténèbres et d'affirmer que la vie a un sens. Ne laisse pas ce que là mourir avec moi. Continue à créer. Continue à remplir le monde de belles choses. Je veux que tu gardes tes amitiés. Tom et Sarah, les Johansson, tous ceux qui tiennent à toi à Timber Ridge, ils voudront t'aider. Laisse-les faire, ne t'isole pas. Les êtres humains ne sont pas faits pour être seuls. Nous sommes faits pour faire partie d'une communauté, d'une famille. Trouve les gens qui te correspondent et accroche-toi à eux. Et Jonas, voici la chose la plus importante que j'ai à te dire. Ne passe pas ta vie sur ma tombe. Je ne serai pas là. Je serai dans chaque coucher de soleil que tu regarderas depuis notre porche. Je serai dans chaque meuble que tu construiras. Je serai dans l'odeur du café le matin et dans le bruit du vent dans les pins. Je serai dans chaque geste de gentillesse que tu feras à quelqu'un qui en a besoin. C'est là que je vivrai, dans les bonnes actions que tu accompliras, dans la vie que tu continueras à vivre pleinement et bien. Si nous avons un enfant et que cet enfant survit alors que je ne suis plus là, aime-le pour nous deux. Parle-lui de moi, mais ne laisse pas le chagrin t'éloigner. Les enfants ont besoin de parents présents, pas de fantômes. Et si l'enfant meurt avec moi, Jonas, ne te blâme pas. Ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez personne. Parfois, des choses terribles arrivent sans aucune raison. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons. Réagissez en vivant. Réagissez en aimant. Réagissez en rendant votre coin du monde un peu meilleur parce que vous y êtes. Je n'ai pas peur de mourir, mon amour. J'ai seulement peur que vous abandonniez la vie parce que je ne suis plus là. Promettez-moi que vous ne le ferez pas. Promets-moi que tu trouveras des raisons de sourire à nouveau, de rire à nouveau, de ressentir à nouveau de la joie. Promets-moi que tu seras l'homme dont je suis tombée amoureuse. Fort, gentil, déterminé à créer de la beauté dans un monde difficile. Vis pour nous deux, Jonas. Vis la vie que je ne pourrais pas avoir. Et sache que où que je sois, quoi qu'il arrive après cela, je t'encouragerai. Je serai fier de toi. Je continuerai à t'aimer. À toi pour toujours, Anna. Jonas plia soigneusement la lettre, les mains tremblant si fort qu'il avait du mal à le faire. Puis il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et s'effondra complètement. De grands sanglots déchirants jaillirent de sa poitrine. 3 années de chagrin, de culpabilité et d'angoisse refoulée se déversèrent d'un seul coup. Clara réagit instinctivement, s'agenouillant devant lui et attirant sa tête contre son épaule. Jonas s'agrippa à elle, ses doigts s'enfonçant dans son dos, et pleura comme un homme dont l'âme se déchirait et se reconstruisait simultanément. Clara le serra contre elle, une main caressant ses cheveux, murmurant des mots de réconfort. Elle sentit ses larmes imprégner la robe d'Anna, sentit les tremblements secouer son corps, et se contenta de le serrer contre elle. C'était ce dont il avait besoin depuis 3 ans. La permission de pleurer correctement, la permission de ressentir tout ce qu'il avait retenu, la permission de s'effondrer pour pouvoir guérir lorsque la tempête serait enfin passée. Jonas s'écarta, le visage taché et humide, les yeux rougis, mais d'une certaine manière plus clairs que Clara ne les avait jamais vus. « J'ai tout fait de travers, dit-il d'une voix rauque. J'ai fait tout ce qu'elle m'avait demandé de ne pas faire. Je me suis isolé, j'ai arrêté de créer, j'ai arrêté de vivre. Je pensais honorer sa mémoire, mais je crachais sur ses dernières volontés. Tu étais en deuil, dit Clara doucement.
Les gens ne font pas leur deuil de manière rationnelle, mais elle avait raison surtout. Jonas regarda à nouveau la lettre, puis Clara. Elle me connaissait si bien, savait exactement ce que je faisais, et elle a essayé de me sauver de moi-même. Et je ne savais même pas que cette lettre existait. Tu sais, maintenant, Jonas acquiesça lentement. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le monde recouvert de neige. Clara l'observait, voyait le changement se produire en temps réel, la façon dont ses épaules se redressaient légèrement, la façon dont il levait le menton. Il prenait une décision. Quand tu retourneras en ville demain, dit-il, toujours en regardant par la fenêtre, je viendrai avec toi. Le cœur de Clara bondit. Vraiment? Anna voulait que je revienne à la vie, que je fasse à nouveau partie de la communauté, que je continue à créer et à aider les gens. Il se tourna vers elle, dit « Je suis mort depuis assez longtemps. Il est temps de recommencer à vivre. Il est temps de lui rendre hommage comme il se doit. Non pas en pleurant éternellement sa mort, mais en faisant tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Jonas, c'est... » Et elle avait raison sur autre chose aussi. Il traversa la pièce jusqu'à Clara, s'arrêta juste devant elle, prêt à laisser quelqu'un entrer, mais sans repousser le bonheur par loyauté mal placée. Ses yeux gris plongèrent dans les siens. « Tu es venu à travers la tempête, et tu as ramené la vie dans cette cabane, en moi. Ce n'est pas une coïncidence, Clara. C'est la grâce. » Clara retint son souffle. « Que veux-tu dire? Je dis que je ne veux pas que tu partes et que nous retournions à nos vies solitaires séparées. Je dis que ces 3 jours ont compté. Tu comptes. » Jonas tendit les mains et prit les siennes dans les siennes. Je dis que je veux mieux te connaître. Je veux voir ce qui se passe quand 2 personnes qui ont tout perdu essaient de construire quelque chose de nouveau ensemble. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Je veux ça aussi. Plus que je ne l'aurais cru possible. Jonas l'attira dans ses bras. Et Clara l'enlaça, sentant son cœur battre contre sa joue. Elles restèrent là, dans la lumière du matin, 2 personnes brisées qui s'étaient trouvées dans la tempête et avaient découvert que peut-être, juste peut-être, elles pouvaient s'aider mutuellement à guérir. La lettre d'Anna était posée sur la table, les mots d'une femme mourante qui avait aimé suffisamment pour libérer son mari. Et dans cette liberté, Jonas avait enfin trouvé la force de revivre. Le reste de ce 3e jour s'écoula dans un étrange mélange de paix et d'anticipation. Jonas se déplaçait dans sa cabane avec une nouvelle détermination. Il n'était plus le fantôme hantant sa propre vie, mais un homme se préparant à rejoindre le monde. Il rassembla des provisions pour la descente de la montagne, vérifia les chevaux, répara un morceau de tac qui était cassé depuis qui sait combien de temps. Clara termina la courte pointe d'Anna. Le dernier point fut cousu juste au moment où la lumière de l'après-midi commençait à décliner, et elle le leva pour examiner son travail. Le motif de l'alliance était maintenant complet. Tous les cercles reliés en une chaîne sans fin. C'était magnifique, un témoignage du talent d'Anna et de la détermination de Clara à honorer ce qui n'avait pas été achevé. Jonas leva les yeux du sac qu'il était en train de ranger et la vit tenir la courte pointe. Il traversa lentement la pièce et tendit la main pour toucher le tissu. « C'est fini, dit Clara doucement. » Tout comme Anna l'avait prévu, Jonas suivit du doigt l'un des anneaux entrelacés. Elle aurait adoré ça. Elle aurait adoré que tu le termines. Elle regarda Clara, et la gratitude dans ses yeux lui serra la poitrine. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas pu faire. Que vas-tu en faire? Jonas réfléchit. Je vais la garder, pas rangée dans un coffre, mais à la vue de tous, pour me rappeler que les choses inachevées peuvent être terminées, que la perte ne signifie pas nécessairement la fin de tout. Il plia soigneusement la courte pointe et la posa sur le dossier du fauteuil à bascule. Le fauteuil d'Anna, mais qui n'était plus un sanctuaire. C'était désormais simplement un beau fauteuil avec une belle courte pointe, des objets destinés à être utilisés et appréciés, et non cachés comme des objets funéraires. Clara aura senti les larmes lui monter aux yeux. C'était un geste si simple, mais qui signifiait tout. Jonas choisissait de vivre avec ses souvenirs plutôt que d'être enseveli par eux. « J'ai aussi quelque chose pour toi, » dit Jonas. Il alla chercher la sculpture sur laquelle il travaillait et la tendit à Clara. La petite école, elle était terminée. Chaque détail était parfait. Le clocher, les marches de l'entrée, les fenêtres soigneusement sculptées. Et là, sur la base, son nom était inscrit en lettres élégantes. Clara Whitmore, Jonas. C'est extraordinaire. Clara la retourna entre ses mains
émerveillé par le savoir-faire artisanal. Je n'ai jamais reçu de cadeau plus significatif. Tu m'as ramené à ça, dit Jonas, à la création, à l'envie de fabriquer de belles choses. Il me semblait normal que la première chose que je sculpte en 3 ans soit pour toi. Ils se tenaient tout près l'un de l'autre. La petite école en bois reposait entre les mains de Clara, et l'air entre eux semblait chargé de possibilités. Jonas leva une main, hésita, puis glissa doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille de Clara. Ce geste était une tendre interrogation. « Ça te va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne veux pas présumer, c'est plus que ça. » La main de Jonas s'attarda près de son visage, son pouce effleurant sa pommette. « Je n'ai pas ressenti ça depuis Anna. Je ne pensais pas que je le ressentirais à nouveau. Et j'ai peur, Clara. Peur de déshonorer sa mémoire. Peur de te faire du mal. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. » Clara leva la main et recouvrit la sienne. « Moi aussi j'ai peur. Peur d'espérer quelque chose de bien. Peur d'être déçu. Peur d'être à nouveau seul. Mais peut-être que la peur vaut mieux que l'indifférence. Peut-être que la peur signifie que nous sommes vivants. » Jonas sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux et creusa de nouvelles ridées sur son visage buriné. « Depuis quand es-tu si sage? » »« Je ne suis pas sage. Je suis juste fatigué d'avoir peur de vivre. » Ils restèrent debout, tandis que la lumière de l'après-midi faisait place au soir, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à franchir la dernière distance qui les séparait, mais tous deux reconnaissant que cette distance diminuait. Il y aurait le temps pour plus, pensa Clara, le temps d'explorer ce qui grandissait entre eux, le temps d'avancer prudemment, sans se précipiter ni forcer les choses. Pour l'instant, cela suffisait. La promesse de quelque chose de nouveau, l'espoir timide que deux personnes seules pourraient construire ensemble quelque chose qui en valait la peine. Alors que l'obscurité s'installait, Jonas alluma la bougie à la fenêtre une dernière fois. Mais ses gestes étaient indifférents maintenant, moins un rituel de deuil et plus un souvenir tranquille. Il resta un moment devant la bougie, les lèvres remuant dans ce qui pouvait être une prière ou une promesse. Puis il se tourna vers Clara, le regard clair. « Demain, quand nous descendrons, les gens vont parler, dit-il. Une institutrice passant 3 nuits seule avec l'ermite de la montagne. Il y aura des ragots, Clara leva le menton. Qu'il parle, je sais ce qui s'est passé ici, et toi aussi. Nous n'avons rien à nous reprocher. Non, en effet, mais je veux que tu comprennes dans quoi tu t'embarques. Je suis parti de cette ville depuis 3 ans. Certains seront heureux de me revoir. D'autres penseront que j'ai perdu la tête en descendant de la montagne avec toi. Et toi? Tu es encore nouveau là-bas. Tu es encore en train de te forger une réputation. Je ne veux pas la compromettre, Jonas. » Clara s'approcha de lui et leva les yeux vers son visage inquiet. « Je me fiche de ce qu'il pense. Ces 3 jours ont compté plus pour moi que 3 mois passés à soigner ma respectabilité en ville. Si les gens veulent nous juger parce que nous avons trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre pendant une tempête, cela en dit plus long sur eux que sur nous. » L'expression de Jonas s'adoucit. « Tu es une femme courageuse. Non, je suis juste fatigué de vivre dans la discrétion. Fatigué d'être si prudente quant à ce que les gens pensent que j'en oublie de vivre réellement. » Clara sourit. « De plus, Madame Henley adore les bonnes histoires. Elle sera de notre côté et le shérif Brennan m'arrêtera pour avoir corrompu l'institutrice de la ville. Tom Brennan est ton ami. Il sera heureux de te voir en vie et en bonne santé. » Jonas serra Clara dans ses bras et elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Je suis content que la tempête t'ait amené ici, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Content que tu aies refusé de me laisser seul. Moi aussi. » Ils préparèrent un dernier repas ensemble dans la cabane. Simple, mais presque festif. Jonas trouva une bouteille de vin qu'il avait gardée. Anna avait insisté pour garder du bon vin pour les occasions spéciales. Ils portèrent un toast à un nouveau départ, au courage, aux chemins étranges qui rapprochent les gens. Après le dîner, Clara s'assit dans le fauteuil à bascule, la couverture terminée sur les genoux, et Jonas s'installa à côté d'elle avec ses outils de sculpture, apportant la touche finale à une petite boîte qu'il avait commencée cet après-midi-là. Ils travaillèrent dans un silence confortable, levant parfois les yeux pour échanger un sourire ou un commentaire. « Que feras-tu quand tu retourneras en ville? »
demanda Clara. À part affronter les commérages, réfléchit Jonas. Retrouver Tom. Lui expliquer où j'étais, ce que j'ai fait ou pas fait. M'excuser auprès de tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Puis peut-être parler au révérend Michaels, qui voudra que je fasse la paix avec l'Église. Et après ça, Jonas posa ses outils. Après cela, je vais proposer mes services à tous ceux qui ont besoin de meubles ou de réparations. Je vais recommencer à créer, à me rendre utile. Anna avait raison. C'est en créant de belles choses que nous repoussons la mort. Clara acquiesça. Je t'aiderai si tu en as besoin. Je ne suis pas doué pour le travail du bois, mais je peux poncer et finir. Je peux t'aider pour l'aspect commercial. Tu fais ça? Bien sûr, nous sommes... Clara s'interrompit, ne sachant pas comment définir leur relation. Ce n'était pas tout à fait une relation amoureuse, ni une simple amitié. C'était quelque chose de nouveau et d'indéfini. Nous sommes dans le même bateau. Jonas termina sa phrase à sa place. Quoi que ce soit. Oui, ensemble. Alors que la nuit s'intensifiait, ils se préparèrent à dormir une dernière fois dans la cabane. Yunus éteignit le feu tandis que Clara rangeait de la cuisine. Ces petites tâches domestiques leur semblaient naturelles, confortables, comme quelque chose qu'ils faisaient depuis des années plutôt que depuis quelques jours. À la porte de la chambre, Clara s'arrêta. Jonas se tenait près de la cheminée, le visage à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé par le feu. Jonah, oui. Je ne regrette pas que la tempête ait eu lieu. Je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé. Jonas s'approcha d'elle, se tenant suffisamment près pour que Clara doive pencher la tête en arrière pour voir son visage. Moi non plus. Plus maintenant. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Clara ne s'éloigna pas. Elle leva le visage vers lui, et lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut avec douceur, délicatesse et plein de promesses. Le baiser fut bref, juste un moment de connexion, mais il semblait sceller un contrat. La promesse que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Lorsque Jonas s'écarta, son regard était doux. Dors bien, Clara. Toi aussi. Clara se glissa dans la chambre, le cœur battant, un sourire qu'elle ne pouvait réprimer dessinant ses lèvres. Elle enfila une dernière fois la chemise de nuit d'Anna, se glissa sous les couvertures et resta allongée à regarder le plafond. Demain, ils retourneraient dans le monde, vers leurs obligations et les attentes, vers les commérages et les jugements, vers les exigences de la vie ordinaire, mais ils y retourneraient ensemble, et cela faisait toute la différence. Dans la pièce principale, Jonas s'installa dans son sac de couchage près du feu. Il pouvait encore sentir la chaleur des lèvres de Clara contre les siennes, pouvait encore sentir le parfum de lavande de ses cheveux. Pendant 3 ans, il s'était cru incapable de ressentir autre chose que du chagrin. À présent, en l'espace de 3 jours, une femme lui avait rappelé ce que signifiait être vivant. La lettre d'Anna était posée sur la table, visible à la lueur de la bougie. Jonas la prit et la relut une fois de plus. « Aime à nouveau si tu le peux », avait-elle écrit. « Ce n'est pas une trahison, c'est honorer l'amour que nous avons partagé. »« J'essaie, Anna, » murmura Jonas dans la pièce vide. « J'essaie de faire ce que tu m'as demandé. J'espère que tu es fier de moi. » La bougie brûlait régulièrement à la fenêtre. Demain, Jonas l'éteindrait pour la dernière fois, non pas parce qu'il oubliait Anna, mais parce qu'il était enfin prêt à honorer ses souhaits, à vivre, à créer, à aimer à nouveau si l'occasion se présentait. Et Clara Whitmore, avec sa force tranquille et son cœur compréhensif, pourrait bien être cette occasion. Jonas souffla la bougie, s'allongea dans l'obscurité et, pour la première fois en 3 ans, ressentit un véritable espoir pour l'avenir. L'aube se leva, claire et froide, sur les montagnes du Montana. Clara se réveilla au bruit de Jonas qui s'affairait dans la pièce principale, préparant le voyage. Elle s'habilla rapidement avec ses propres vêtements, désormais secs et prêts, mais elle plia soigneusement la robe d'Anna et la laissa sur le lit, telle qu'elle l'avait trouvée. Lorsqu'elle sortit, Jonas avait préparé le café et scellé les chevaux. Il lui tendit une tasse et scruta son visage dans la lumière du matin. « Je suis plus prête que jamais. » Ils burent leur café debout, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à partir, mais sachant qu'ils devaient le faire. Jonas jeta un dernier regard autour de la cabane qui avait été sa prison et son sanctuaire pendant 3 ans.
Puis il mit son sac à dos sur ses épaules, prit les provisions qu'il avait préparées et ouvrit la porte. Le monde extérieur scintillait sous la neige fraîche. Le ciel était d'un bleu incroyable, l'air si froid et si pur qu'il faisait presque mal de respirer. Le cheval de Jonas, un grand cheval à la robe baie, piaffait d'impatience tandis que Daisy se tenait calme et prête. Jonas aida Clara à monter, les mains fermes et sûres, puis enfourcha son propre cheval. Pendant un instant, ils regardèrent tous deux la cabane. La bougie à la fenêtre était éteinte, la vitre froide. Elle resterait éteinte, avait décidé Jonas. La veillée est terminée, on y va? Demanda Jonas. Clara acquiesça et ensemble, ils entamèrent la longue descente de la montagne. Le sentier était par endroits dangereux, recouvert de neige et de glace, mais Jonas le parcourait avec l'assurance d'un homme qui connaissait chaque rocher et chaque chemin. Il restait près de Clara, veillant à ce qu'elle ne glisse pas, tendant parfois la main pour stabiliser son cheval lorsque le sentier se rétrécissait. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Le voyage exigeait de la concentration et de toute façon, il ne semblait plus y avoir grand-chose à dire. Tout ce qui était important avait été dit dans la cabane. Il s'agissait maintenant de voir si ce qu'ils avaient découvert ensemble dans l'isolement pouvait survivre à la lumière du jour, sous le regard attentif d'une ville vigilante. Au fur et à mesure de leur descente, la forêt changeait peu à peu autour d'eux. Les pins des hautes terres laissaient place à une forêt mixte, puis aux espaces ouverts de la vallée. À midi, ils pouvaient voir Timber Ridge au loin, un groupe de bâtiments blottis les uns contre les autres dans le vaste paysage du Montana, de la fumée s'élevant des cheminées dans l'air pur. Jonas fit galoper son cheval sur une crête surplombant la ville. Clara s'arrêta à côté de lui. « Ça va? » demanda-t-elle nerveuse. Jonas avait la mâchoire serrée, les mains crispées sur les rênes. « Je n'ai pas mis les pieds dans cette ville depuis 3 ans. Je ne sais pas quel accueil on me réservera. On t'accueillera comme un homme que l'on a pleuré et qui nous manque. Ils seront heureux de te voir, ou ils penseront que j'ai perdu la tête. » « C'est peut-être le cas, » dit Clara avec un léger sourire. « Peut-être que c'est le cas pour nous deux. Mais si être un peu fou signifie que nous pouvons être heureux, je préfère la folie à la raison. » Jonas la regarda, et une partie de la tension quitta ses épaules. « Comment es-tu devenue si courageuse? » « Je ne suis pas courageuse, je suis terrifiée, mais je le fais quand même. » Ils continuèrent à descendre dans la vallée. À l'approche de la périphérie de la ville, Clara vit que les gens commençaient à les remarquer. Les têtes se tournaient, les mains les pointaient, les conversations s'interrompaient au milieu d'une phrase. La nouvelle allait se répandre rapidement. Jonas Hale revenait de son exil dans les montagnes, accompagné de l'institutrice. Ils descendirent de Main Street et les gens sortiront des bâtiments pour les regarder. Madame Henley se tenait sur le porche de la pension, la main pressée contre sa bouche. Monsieur Polk sortit de son magasin, les yeux écarquillés. Et là, devant le bureau du shérif, se tenait Tom Brennan lui-même, figé sur place, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Jonas descendit de cheval devant le bureau du shérif. Ses mouvements étaient raides, hésitants, mais il se força à regarder Tom dans les yeux. Tom. Pendant un long moment, le shérif resta immobile. Puis son visage s'illumina d'un large sourire, et il franchit la distance qui les séparait en 2 enjambées, serrant Jonas dans une étreinte si forte qu'il faillit le soulever du sol. Espèce de têtu. La voix de Tom était chargée d'émotion. « 3 ans, Jonas, 3 ans sans donner de nouvelles. Je sais, je suis désolé. » Tom recula, tenant Jonas à bout de bras, l'observant attentivement. « Tu as changé. Tu as l'air en meilleure forme. Qu'est-ce qui t'a fait descendre de cette montagne? » Jonas jeta un coup d'œil à Clara, qui était descendue de cheval et tenait les rênes de Daisy. Mademoiselle Whitmore a été surprise par la tempête la veille de Noël et s'est retrouvée dans ma cabane. Nous avons discuté. Elle m'a rappelé à quoi ressemble la vie. Tom haussa les sourcils. Il regarda Jonas et Clara, calculant clairement ce que 3 jours seuls dans une montagne pouvaient signifier. Mais son expression ne trahissait aucun jugement, seulement du soulagement et une joie prudente. « Mademoiselle Whitmore, » dit Tom en soulevant son chapeau, « j'imagine que vous avez toute une histoire à raconter. »« Nous deux, shérif. » Clara soutint son regard. « Mais je pense que la plupart des habitants de la ville ont déjà décidé de ce qu'est cette histoire. » Tom rit. « Oh, ils sont en train d'inventer des histoires en ce moment même. »
Mais je connais Jonas et je vous connais. Quoi qu'il se soit passé là-haut, cela ne regarde que vous et personne d'autre, Tom. La voix de Jonas se fit plus rauque. Je dois vous présenter mes excuses à vous tous pour avoir disparu, pour avoir abandonné les personnes qui tenaient à moi. Pendant des jours, arrête. Tom lui saisit l'épaule. Tu étais en deuil, nous l'avons tous compris. Et maintenant, tu es de retour. C'est ce qui compte. Madame Henley avait traversé la rue, les larmes coulant sur son large visage. Jonas Hale, si tu disparais encore comme ça, je monterai moi-même cette montagne et je te traînerai par l'oreille, je te le jure. Jonas se surprit à sourire. Oui, madame. Elle le serra très fort dans ses bras, puis se tourna vers Clara. Et toi, jeune fille, je veux tout savoir. Tous les détails. Comment tu as survécu à cette tempête? Que s'est-il passé là-haut? Tout. C'est une longue histoire, madame Henley. Alors tu ferais mieux de commencer à parler. De plus en plus de gens se rassemblaient, curieux, inquiets, accueillants. Monsieur Polk tapota le dos de Jonas. La veuve Crenshaw approuva d'un signe de tête. Même des gens que Jonas ne reconnaissait pas, nouveaux venus dans la ville depuis son départ 3 ans plus tôt, s'approchèrent pour se présenter. Mais la foule s'écarta alors et le révérend Michael s'avança. Le vieux pasteur se déplaçait lentement, appuyé sur sa canne, mais son regard était vif et bienveillant. Il s'arrêta devant Jonas et l'observa longuement. « Bon retour parmi nous, mon fils, » dit-il doucement. « Nous t'avons gardé une place à l'église. Nous avons toujours espéré que tu reviendrais. » Jonas eut la gorge serrée. « Je suis désolé, révérend, d'avoir manqué les offices. Pour avoir fait ton deuil? » Le révérend secoua la tête. « Dieu comprend le deuil mieux que quiconque. La question est, es-tu prêt à revenir à la vie? » Eunice jeta un coup d'œil à Clara et vit qu'elle le regardait avec des yeux fermes et encourageants. Il repensa à la lettre d'Anna, à ses souhaits pour lui, à la promesse qu'il avait faite d'essayer. « Oui, monsieur, je crois que je le suis. Il y a un office de Noël ce soir, » dit doucement le révérend Michael Birtua. « C'est tard, je sais, c'est le lendemain de Noël, mais nous avons dû reporter l'office à cause de la tempête. Tout le monde était trop inquiet de rentrer chez soi en toute sécurité. Nous le tenons donc ce soir. » Il regarda Jonas avec un espoir prudent. « Je serais honoré si vous y assistiez. » Jonas hésita. L'idée de s'asseoir dans cette église entourée de gens chantant des chants de Noël et écoutant des paroles de joie et d'espoir lui semblait trop vite. Mais alors, il sentit la main de Clara se glisser dans la sienne, ses doigts chauds et fermes. « Nous y serons, » dit-elle. Jonas la regarda, puisant sa force dans sa confiance tranquille, et acquiesça. « Oui, nous serons là. » Le visage du révérend s'illumina. « Merveilleux. Gervais commence à 18 heures. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Jonas, Anna serait fière de vous. » Ces mots frappèrent Jonas comme un coup physique, mais un coup bienvenu, comme celui de remonter à la surface après être resté trop longtemps sous l'eau. Il acquiesça, incapable de parler. Alors que la foule se dispersait, Tom prit Jonas à part. « Écoute, je sais que c'est bouleversant. Si tu as besoin d'un endroit où dormir ce soir, Sarah et moi avons de la place. Tu es le bienvenu à notre table. Merci, Tom, mais je pense... » Jonas jeta un coup d'œil au sentier de montagne qu'il venait de descendre. « Je pense que je vais remonter ce soir. J'ai besoin de m'habituer à tout ça. Tu comprends? Oui. Mais tu redescendras bientôt. Bientôt, je te le promets. Tu ne disparaîtras plus pendant des années. » Tom lui serra l'épaule. « Tant mieux, parce que cette ville a besoin de toi, Jonas. Elle en a toujours eu besoin. » Clara retourna à la pension pour se laver et se changer, et Jonas accompagna Tom au bureau du shérif pour rattraper 3 ans d'actualité locale. Mais la présence de Clara restait gravée dans l'esprit de Jonas comme la chaleur d'un feu. Il se surprit à penser à elle, même lorsque Tom lui parlait des mariages et des naissances, des décès et des départs, des petites victoires et des tragédies de la vie communautaire. Le soir venu, Jonas avait pris un bain, taillé sa barbe et emprunté des vêtements propres à Tom. Il se regarda dans le miroir et se reconnut à peine moins sauvage, plus proche de la personne qu'il était, avant que le chagrin ne le transforme en quelqu'un d'autre. Il retrouva Clara devant l'église alors que le crépuscule laissait place à la nuit. Elle avait enfilé une simple robe verte qui faisait ressortir la chaleur de ses yeux,
et ses cheveux étaient relevés de manière à révéler la courbe gracieuse de son cou. « Tu es magnifique, dit Jonas sincèrement. Clara rougit. « Tu es très élégant, toi aussi. » Ils entrèrent ensemble dans l'église, et les conversations s'éteignirent, tandis que les gens se retournaient pour les regarder. Jonas sentit son cœur se serrer d'angoisse, mais la main de Clara dans la sienne le ramena à la réalité. Ils remontèrent l'allée centrale, tous les regards braqués sur eux, et prirent une place près du fond. Les bancs étaient en chêne sculptés à la main par Jonas lui-même 6 ans auparavant. Il passa sa main sur le bois, se souvenant de la satisfaction qu'il avait éprouvée en les créant, de la fierté qu'Anna avait manifestée lorsqu'ils avaient été installés. Un travail bien fait est fait pour durer, pour servir. Le révérend Michaels commença le service par une prière d'action de grâce pour la sécurité pendant la tempête. Basse à la tempête pour la bénédiction de la communauté, pour les secondes chances et les nouveaux départs. Jonas sentit les mots s'abattre sur lui comme une bénédiction. Ils chantèrent des chants de Noël. « Douce nuit, ô venez tous, fidèles, joyeux au monde. » La voix de Jonas était rouillée à force de ne pas être utilisée. Mais il chanta quand même, et à côté de lui, la voix claire de soprano de Clara s'éleva en harmonie. Autour d'eux. L'assemblée chanta aussi, et pour la première fois en 3 ans, Jonas eut le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que son propre chagrin. Le sermon du révérend portait sur la lumière dans les ténèbres, sur les bougies qui brûlent pendant les nuits les plus longues, sur l'espoir qui persiste même lorsque tout semble perdu. Jonas pensa à sa bougie de veillée, à Clara qui suivait sa lumière à travers la tempête, au fait que parfois, ce que nous pensons être une fin est en réalité un commencement. À la fin du service, les gens commencèrent à se rassembler en petits groupes, discutant et riant. Plusieurs s'approchèrent de Jonas, certains avec hésitation, d'autres avec audace, mais tous accueillants. Il accepta leurs salutations, répondit à leurs questions sur son état de santé et promit de réintégrer la communauté comme il se doit. Puis Clara s'avança, attirant l'attention. Elle portait un paquet dans ses bras. Elle regarda Jonas, cherchant sa permission. Il acquiesça, comprenant son intention. « Excusez-moi, dit Clara d'une voix qui coupa court aux conversations. J'aimerais partager quelque chose, si vous me le permettez. » L'église se tut. Le révérend Michaels fit un geste encourageant. « Je vous en prie, mademoiselle Whitmore. » Clara déballait soigneusement le paquet, révélant la courte pointe terminée d'Anna. Des exclamations parcoururent l'assemblée. Beaucoup se souvenaient d'Anna travaillant dessus, se souvenaient de son enthousiasme à l'idée d'avoir un enfant. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ceci, dit Clara d'une voix calme mais émue. Anna Hale confectionnait cette courte pointe pour son enfant. Elle n'a pas pu la terminer. Alors que j'étais bloqué dans la cabane de Jonas pendant la tempête, j'ai demandé la permission de terminer ce qu'Anna avait commencé. Elle brandit la courte pointe afin que tout le monde puisse voir le motif complexe, en forme d'alliance, les pointes soignées, la magnifique réalisation de la vision d'Anna. Je voulais le faire publiquement, a poursuivi Clara, car je pense que cela représente quelque chose d'important. Anna voulait que Jonas vive pleinement, qu'il continue à créer de la beauté, qu'il retrouve le bonheur. Cette courte pointe, terminée mais confectionnée avec amour pour quelqu'un qui n'a jamais pu la tenir entre ses mains, nous rappelle que les choses inachevées peuvent être complétées avec soin, que la perte ne signifie pas nécessairement la fin de tout, que l'amour continue même lorsque les personnes que nous aimons ne sont plus là. Elle s'est tournée vers Jonas. « Je voudrais te donner ceci, Jonas, non pas pour le ranger dans un coffre, mais pour l'utiliser, pour te souvenir d'Anna en célébrant la vie et non en la fuyant. » Jonas se leva, les jambes chancelantes, et accepta la courte pointe. Il la serra contre sa poitrine, sentant son poids, l'amour cousu dans chaque couture, l'amour d'Anna, et maintenant, l'attention de Clara qui l'avait terminé. « Merci, parvint-il à dire, la voix étranglée. « Cela signifie, s'interrompit-il, submergé par l'émotion. Clara lui sourit avec une telle compréhension que Jonas sentit son cœur s'ouvrir un peu plus. Il regarda les visages qui les observaient. Tom et sa femme Sarah. Madame Henley qui s'essuyait les yeux. Monsieur Polk qui approuvait d'un signe de tête. Le révérend Michaels rayonnant de satisfaction pastorale. Anna m'a laissé une lettre. Jonas prononça ces mots avant même d'avoir décidé de les dire.
Je l'ai trouvée hier, cachée dans son livre de recettes. Elle l'avait écrite au cas où elle ne survivrait pas à l'accouchement. Il fit une pause, rassemblant son courage. Elle m'a demandé de vivre. Pas seulement de survivre, mais de vraiment vivre, de continuer à créer, de rejoindre cette communauté, de retrouver sa voix, d'aimer à nouveau si je le pouvais. Elle a dit que ce ne serait pas la trahir, ce serait honorer ce que nous avions. Il regarda Clara. Mademoiselle Whitmore m'a rappelé à quoi ressemble la vie, à quoi ressemble la gentillesse et le courage. Elle a refusé de me laisser seule dans mon chagrin la veille de Noël, et ce faisant, elle m'a rendu ma vie. Madame Henley pleurait ouvertement à présent. Tom souriait, et dans toute l'église, les gens hochaient la tête, se comprenant mutuellement comme la chaleur d'un feu partagé. « Je suis de retour », dit simplement Jonas. « Je suis prêt à faire à nouveau partie de cette communauté, prêt à fabriquer des meubles, à aider mes voisins et à assister aux offices du dimanche, prêt à honorer Anna en faisant ce qu'elle m'a demandé, en vivant pleinement et bien. » Des applaudissements spontanés éclatèrent. Les gens se précipitèrent vers lui, non pas pour bavarder ou juger, mais pour lui souhaiter la bienvenue. Jonas se retrouva embrassé, félicité, serrant des mains jusqu'à en avoir mal. Et pendant tout ce temps, Clara se tenait à proximité, observant la scène avec une fierté tranquille. 3 mois plus tard, un matin où le printemps commençait à s'éveiller dans les pins du Montana, Clara se tenait à la fenêtre de l'école, regardant les enfants jouer pendant la récréation. La neige avait enfin fondu, laissant derrière elle de la boue et les premières pousses vertes courageuses. Tommy Brennan apprenait aux plus jeunes à jouer aux billes. Sarah Polk était assise sous un arbre, dessinant dans le journal que Clara lui avait offert. La porte de l'école s'ouvrit et Clara n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle avait appris à reconnaître les pas de Jonas, sa façon particulière de se déplacer, déterminée, mais jamais précipitée. « Mademoiselle Whitmore », dit-il d'une voix chaleureuse, évoquant la plaisanterie qu'il partageait. « En public, il reste correct. En privé, c'est différent, Monsieur Hale. » Clara se retourna, incapable de réprimer son sourire. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? » Jonas posa la boîte à outils qu'il portait. « J'ai remarqué que votre bureau vacillait la semaine dernière. J'ai pensé que je ferais mieux de le réparer avant que vous ne tombiez par terre. »« Mon héros », dit-il en souriant. Cette expression lui venait plus facilement maintenant. Après 3 mois de convalescence et de reconnexion, Jonas avait tenu sa promesse de rejoindre la communauté. Il avait rouvert son atelier, accepté des commandes, passé ses dimanches à l'église et ses soirées à aider ses voisins à faire des réparations. La ville l'avait accueilli à bras ouverts, reconnaissante d'avoir à nouveau parmi elle un artisan qualifié et un homme bon. Il avait passé du temps avec Clara, un temps de cours convenable, du genre qui ne donnerait pas à Madame Henley des crises d'apoplexie lors des dîners à la pension avec une chaperonne appropriée. Des promenades en ville où tout le monde pouvait les voir. La participation côte à côte à des événements communautaires. C'était lent, prudent et tout à fait approprié. C'était aussi le moment le plus heureux qu'ils aient connu depuis des années. Jonas s'agenouilla près du bureau de Clara pour examiner le vacillement. Clara le regarda travailler, remarquant les changements que 3 mois avaient apportés. Il avait légèrement pris du poids. Il n'était plus aussi maigre. Ses yeux étaient lumineux au lieu d'être sombres. Il riait facilement, souriait souvent, s'engageait dans le monde au lieu de s'en cacher. « Comment vont les affaires? » demanda Clara. « Bien, très bien en fait. J'ai 3 tables en commande, 2 fauteuils à bascule, et les Henderson veulent un ensemble complet de chambres à coucher pour le mariage de leur fille. » Jonas testa le bureau, trouva la pâte desserrée et commença à faire des ajustements. « C'est plus de travail que je ne peux en assumer seul. Honnêtement, j'ai pensé à prendre un apprenti. C'est merveilleux. » Jonas leva les yeux vers elle. « J'ai pensé à d'autres choses aussi. Oh, à propos de l'avenir, à propos de ce que j'attends de lui. » Il reporta son attention sur le bureau, mais Clara pouvait voir la tension dans ses épaules. « À propos de savoir si je suis prêt pour plus. » Le cœur de Clara se mit à battre plus fort. Cela faisait des semaines qu'ils tournaient autour de cette conversation, tous deux conscients de la direction que prenaient les choses, mais prudents quant à la précipitation. « Et es-tu prêt? » Jonas posa ses outils et se tint face à elle. À travers la fenêtre, Clara pouvait voir les enfants jouer, inconscients de ce qui se passait à l'intérieur. « Je suis allé à la cabane le week-end dernier, »
dit Jonas. C'était la première fois depuis Noël. Je voulais la revoir. Voir ce que j'en pensais. Comment tu te sentais? Paisible. C'est un endroit agréable, Clara. Une belle pièce calme, assez grande pour une famille si un homme voulait en fonder une, assez proche de la ville pour s'y rendre tous les jours si nécessaire. Il s'approcha d'un pas, assez loin pour préserver l'intimité quand on le souhaite. Clara retint son souffle. Jonas, j'ai allumé 2 bougies à la fenêtre pendant que j'étais là-bas. Une pour Anna, comme toujours. Une pour toi. Il tendit la main et prit les 2 mains de Clara. La bougie d'Anna était pour se souvenir. La tienne était pour espérer. Pour croire que je pourrais peut-être construire quelque chose de nouveau tout en honorant ce que j'avais avant. Tu peux, murmura Clara. Tu le fais déjà. Alors j'ai une question à te poser, mademoiselle Whitmore. Une question importante. Les yeux gris de Jonas la fixaient avec assurance. Mais je veux te la poser correctement, au bon moment et de la bonne manière. Je te préviens donc à l'avance. Bientôt, je vais te demander si tu accepterais de partager cette cabane avec moi, de partager ta vie avec moi. Et j'aimerais penser que tu diras oui. Des larmes coulaient sur les joues de Clara, mais elle souriait. J'aimerais penser que je le ferais aussi. Jonas l'attira dans ses bras, là dans l'école, sous le regard potentiel de tous les enfants qui regardaient par les fenêtres. Clara s'en moquait. Elle enroula ses bras autour de lui et le serra fort, sentant son cœur battre contre le sien, solide, vivant et plein de promesses. « Je t'aime », murmura Jonas dans ses cheveux. Je ne pensais pas que je prononcerais à nouveau ces mots. Mais je t'aime, Clara. Ta force, ta gentillesse, ta façon de refuser de me laisser mourir dans cette montagne. Tu m'as ramené à la vie. Je t'aime aussi, dit Clara contre sa poitrine. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être chez soi, ce que cela signifie d'être vraiment vu et apprécié. J'étais si seul avant cette tempête, Jonas, si perdu. Et puis j'ai trouvé ta lumière dans l'obscurité. Ils restèrent longtemps ensemble. 2 personnes qui se croyaient incapables de guérir, incapables d'être heureuses. La preuve que l'amour peut vous trouver même dans les endroits les plus improbables. Dehors, les voix des enfants s'élevaient dans les jeux et les rires. À l'intérieur, 2 adultes qui avaient survécu à plus de pertes que la plupart des gens ne connaissent dans toute une vie s'étreignaient et planifiaient un avenir qu'aucun d'eux n'avait cru possible. « Quand vas-tu me demander ?» demanda finalement Clara en s'écartant pour le regarder. « Officiellement, je veux dire, » répondit Jonas en souriant. « Bientôt, je t'emmènerai peut-être à la cabane, je te montrerai l'endroit comme il se doit, je te demanderai là où tout a commencé. J'aimerais bien ça. Un mariage au printemps. Tu vas un peu vite, non? Peut-être, mais quand on sait, et je sais, Clara, tout comme je savais avec Anna. Certaines choses sont certaines. » Clara leva la main et toucha sa joue barbue. « Oui, certaines choses sont certaines. » Jonas l'embrassa, puis doucement, avec révérence, une promesse d'autres baisers à venir. Lorsqu'ils se séparèrent, il retourna réparer le bureau, tandis que Clara se ressaisissait, lissant sa jupe et essuyant ses yeux. La cloche de l'école sonna, rappelant les enfants à l'intérieur. Clara les regarda entrer, les joues roses et pleines d'énergie, et ressentit un élan de satisfaction. C'était sa vie maintenant. Enseigner à des enfants qui comptaient pour elle. Vivre dans une communauté qui l'avait accueilli, aimer un homme qui comprenait aussi bien la perte que la guérison. Alors que les enfants s'installèrent à leur place, Tommy Brennan leva la main. « Mademoiselle Whitmore, est-ce que vous et Monsieur Hale allez vous marier? » Clara sentit qu'elle rougissait. « Jonas, continue à travailler sur ton bureau, » dit-il en riant doucement. « Cela ne te regarde pas, Tommy Brennan, » dit Sarah Polk d'un ton guindé. « Et même si tout le monde en ville sait qu'ils se fréquentent, les enfants, » dit Clara d'un ton ferme mais en souriant. « Concentrons-nous sur nos leçons. Aujourd'hui, nous allons parler de géographie, plus précisément des territoires de l'Ouest américain et de leur évolution. » Les enfants gémirent, mais obéirent, et Clara commença son cours. Derrière elle, Jonas termina son travail sur le bureau, rangea ses outils et se prépara à partir. Mais avant de s'en aller, il croisa le regard de Clara et articula 3 mots. « Je t'aime. » Le cœur de Clara s'emballa. Elle lui répondit par mimique, puis reporta son attention sur ses élèves, sur la leçon, sur le travail ordinaire et magnifique qui consiste à enseigner aux jeunes esprits à penser, à rêver et à grandir. Ce soir-là, Jonas retourna à son atelier en ville.
et non plus à la cabane dans la montagne. Il avait trouvé un équilibre, passant la plupart de son temps à Timber Ridge, où il pouvait travailler, socialiser et faire partie de la communauté, mais se rendant régulièrement à la cabane pour l'entretenir et se souvenir. La cabane n'était plus une prison ni un sanctuaire. C'était simplement un endroit où il s'était autrefois retiré et qu'il pourrait un jour partager avec quelqu'un qui comprendrait à la fois ses peines et ses possibilités. Il alluma une lampe et s'installa à son établi. Il travaillait sur quelque chose de spécial, une petite boîte en bois finement sculptée d'un motif de bague de mariage assortie à la courte pointe d'Anna. À l'intérieur, il avait placé la bague qu'il avait commandée au bijoutier d'Helena. En or simple, comme celle d'Anna, mais neuve. Un nouveau départ. Tout en travaillant, Jonas repensa à cette dette veille de Noël 3 mois plus tôt, à cette femme perdue dans une tempête, suivant une bougie allumée pour quelqu'un d'autre, mais aussi à la façon dont la pire nuit de sa vie, l'anniversaire de la perte de tout ce qu'il avait, était devenu le début de la guérison. Parfois, pensait-il, la grâce se présente sous des formes inattendues. Parfois, la lumière que vous allumez pour une personne guide une autre vers son foyer. Parfois, dire adieu au passé signifie dire bonjour à l'avenir. Et parfois, lorsque vous pensez être seul dans l'obscurité, quelqu'un d'assez courageux refuse de vous y laisser. Jonas posa ses outils de sculpture et regarda par la fenêtre de l'atelier la ville où il était revenu. La communauté qu'il avait accueillie à nouveau, la vie qu'il reconstruisait pièce par pièce avec soin. Quelque part dans la ville, Clara préparait ses cours pour le lendemain. Peut-être pensait-elle à lui comme il pensait à elle. 2 bougies allumées au lieu d'une. 2 vies entrelacées au lieu de 2 personnes seules. Ce n'était pas ce que Jonas avait prévu. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée avec Anna, mais c'était bien, réel, honnête et plein d'une joie tranquille. Et cela, Jonas l'avait enfin compris, était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Le printemps était arrivé dans le Montana, et avec lui la promesse d'une nouvelle croissance, d'un nouvel amour, de nouvelles raisons d'affronter chaque jour avec gratitude plutôt qu'avec chagrin. Jonas reprit son travail le cœur plein, sculptant la beauté dans le bois, construisant un avenir à partir de l'espoir, et se rappelant toujours que le plus beau cadeau qu'une personne puisse faire à une autre est simplement de refuser de la laisser affronter seule le froid. Lune.